Bonjour, objectif 2023, dernier virage, la parole au candidat président de la République. Pour ce nouveau numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Martin Fayulu Madidi, candidat président de la République aux élections présidentielles de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons scruter de fond en comble son projet de société. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, parlons déjà sécurité et groupes armés. La République démocratique du Congo compte actuellement 252 groupes armés et locaux, selon le DDRCS. Comment envisagez-vous lutter efficacement contre ces groupes armés et rétablir la sécurité dans le pays? Je vais restaurer la paix et la sécurité au Congo. Et c'est très simple. Et pour cela, il faut une armée forte, une armée entraînée, une armée motivée. Une armée composée de patriotes, des enfants du pays qui aiment le pays et qui sentent que les autres membres de la communauté s'intéressent à eux et ils les supportent. Très simplement, où est-ce que nous avons des problèmes? À l'Est, dans un premier temps, avec les pays voisins. À l'intérieur ici, à l'Ouest, c'est différent. Parlons de l'Est. J'avais dit déjà dans mon programme de 2018 que j'allais déplacer les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. Nous aurons un camp militaire avec des vrais soldats entraînés à Beni. Et nous allons renforcer les camps militaires aussi à Goma. Nous aurons des unités de surveillance tout au long des frontières de notre pays avec le Rwanda et l'Ouganda et même le Burundi. Nous aurons des unités d'alerte qui vont alerter le pays, qui vont alerter les hauts commandements de tout ce qu'on pourra voir. Donc, l'intégrité de notre pays, c'est pas une priorité, mais c'est notre prérequis, c'est un préalable. L'intégrité de ces pays, comme l'état des droits, comme la cohésion nationale et la gouvernance intègre sont des préalables qu'il faut mettre en place pour commencer à amorcer un développement de ces pays. Mais en combien de temps vous allez mettre en place ces mécanismes? Mais vous parlez des temps. Dès que nous entrons en fonction, nous commençons. Et après les temps, c'est au fur et à mesure. Dans combien de temps, si je veux reformuler votre question, pensez-vous avoir une armée aguerrie? C'est ça la question. Mais nous avons des partenaires. Le Congo n'est pas seul. Dans un premier temps, on peut faire appel aux partenaires bilatéraux, discuter avec eux pour former notre armée et pour combattre avec nous. Si les autres utilisent des mercenaires, si les autres utilisent leur armée qu'ils ont formée, nous devons utiliser notre armée et utiliser les pays qui sont des pays amis, des pays partenaires. Et à votre niveau, selon votre attendement, les résultats pourraient être significatifs ou c'est-à-dire palpables dans un laps de temps? Mais bien sûr, les résultats sont significatifs dès l'entrée en fonction. Les discours qui vont annoncer notre stratégie, notre volonté, notre vision, ces discours vont déjà apporter un changement. Pourquoi? Parce que le peuple va accepter. Il faut savoir que c'est le peuple, c'est un élément fondamental. Dès que le peuple adopte ces discours, dès que le peuple comprend que il y a un gouvernement responsable, il y a un leadership responsable, volontaire, capable, qui veut changer les choses, et les patriotes vont eux aussi contribuer à la réussite de notre objectif. Alors, selon le PDRDCS,
14 groupes armés étrangers opèrent dans 5 provinces de l'Est. Quelles sont vos propositions concrètes pour mettre fin à cette situation rapidement? Mais ils doivent partir. On a déjà dit, les groupes étrangers, les M23, l'EAC que Félix Tshisekedi nous a amenés, et tous ces groupes-là, les groupes étrangers, donc c'est-à-dire le Burundais, les Ougandais, les Rwandais, qu'on a injectés dans notre pays. Ils sont partout. Dans les hauts plateaux du Sud Kivu, ils sont là. Dans les Nord Kivu, en Ituri, ils sont là. Ces groupes peuvent partir. Nous allons demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre une résolution ferme pour que ces groupes partent, sinon il faut les combattre. Il faut les combattre comment? On pourra alors demander, parce que nous sommes membres des Nations Unies, nous pourrons demander au Conseil de sécurité d'établir une mission, pas comme la MONUSCO, mais une mission robuste, une mission combattante, qu'on pourrait appeler Opération des Nations Unies au Congo. Cette mission va combattre, va extirper du sol congolais tous ces groupes armés. En quoi cette mission sera-t-elle différente de la MONUSCO? La MONUSCO, c'est une mission pour le maintien de la paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, vous allez maintenir quelle paix? Cette mission, je vous dis, c'est une mission d'imposition de la paix. C'est une mission pour bouter dehors tous les groupes armés étrangers qui sont au Congo. Les experts des Nations Unies l'ont reconnu. Les Nations Unies savent qu'il y a des groupes armés étrangers au Congo. Donc, les Nations Unies ont cette responsabilité et nous, avec notre armée efficace, notre armée puissante, notre armée bien formée, bien entraînée, bien nourrie, nous allons porter main forte et pour s'assurer qu'après, nous prenons la relève. Alors, les ADF ont prêté allégeance à l'État islamique et sont considérés comme un groupe terroriste par les États-Unis d'Amérique. Comment prévoyez-vous éradiquer ces groupes de la République démocratique du Congo? C'est la même question. Les ADF, ce sont qui? Ce sont les Ougandais. Il y a un régime, un pouvoir en Ouganda. Les ADF disent quoi? Ils combattent les pouvoirs ougandais. Mais il faut régler ces problèmes entre l'Ouganda et les ADF. Mais pourquoi accepter ces gens chez nous? Les ADF doivent rentrer chez eux. S'ils ont un problème avec le président Museveni, qui règle leurs problèmes. Comme les autres, les FDLR. Les FDLR sont de Rwanda. Pourquoi on le garde chez nous? Si les Nations Unies ne veulent pas les ramener au Rwanda, dans ce cas-là, il faut le sortir du Congo, ou peut-être... De quelle manière? Les Nations Unies, ils savent comment. De quelle manière? Ils sont combien? Est-ce qu'on a d'abord dénombré le nombre des FDLR qui sont au Congo? Il faut les dénombrer. Mais on doit trouver une solution. On ne peut pas, nous, dormir et rester, vivre éternellement avec ces gens qui déstabilisent les Congos. Aujourd'hui, il n'y a pas de vie au Nord Kivu. Il n'y a pas de vie à Rutshuru. Il n'y a pas de vie à Massissi. Il n'y a pas de vie à Goma. Il n'y a pas de vie. Donc nous sommes des sous-fifres. Et donc, des souffres-douleurs, je veux dire. Donc, nous allons accepter que les rejetons de ces pays viennent chez nous pour déranger notre quiétude? Non. Il faut trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution. Parce que... Mais je vous ai donné la solution. Je veux faire du Congo un pays libre, un pays fort, un pays digne et prospère. Alors, quand vous avez cette vision, donc, je vous ai dit, l'intégrité territoriale, c'est non négociable. L'état des droits, c'est non négociable. La cohésion nationale pour que tous les Congolais, toutes les Congolaises parlent le même langage pour assurer notre intégrité territoriale. Et là, le dernier prérequis, c'est la gouvernance intègre pour que l'argent de l'État ne soit pas volé par des inciviques, que l'argent de l'État
sert réellement à assurer cette intégrité territoriale, que l'argent de l'État sert à acheter des armes, des munitions, des équipements et à former nos militaires. Alors, vous avez parlé tantôt de FDLR. Ils ont été un point de discorde entre Kinshasa et Kigali pendant des décennies. Et quelle est votre stratégie pour résoudre ces conflits? Ma stratégie, c'est très simple. Je l'ai dit et je le répète, que les Nations Unies doivent intervenir parce qu'il n'y a pas d'apatride aujourd'hui. Les Nations Unies doivent intervenir pour que ces citoyens rwandais retrouvent leur territoire. S'ils ne veulent pas, nous ne pouvons pas accepter que M. Kagame trouve prétexte de vouloir poursuivre les FDLR chez nous pour venir piller nos ressources et venir morceler notre pays. Ça, on ne peut pas accepter. Parlons des relations internationales. Sous votre présidence, comment envisagez-vous de gérer les relations avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, tels que le Rwanda et l'Ouganda? Écoutez, voilà, nous sommes dans un monde où les gens doivent vivre ensemble. Nous sommes un pays épris de paix et de justice, un pays épris de liberté. Nous allons demander au Rwanda d'arrêter son idée de penser qu'il y a des terres à récupérer au Congo. Nous allons demander aux Rwandais de gérer leur pays avec la démocratie, avec toutes les règles démocratiques, et de nous laisser gérer notre pays. Et s'il n'y a pas de répondants par rapport à votre demande? Mais s'il n'y a pas de répondants, nous allons... Mais comment il n'y a pas de répondants? Si vous êtes un état de droit, si vous avez une armée, vous avez un service de sécurité, la police, et vous avez un pays qui marche correctement, et si les autres ne veulent pas, nous allons les bouter dehors de force. Nous pouvons, pendant un temps, arrêter des relations diplomatiques avec le Rwanda. Ça s'est vu ailleurs. Nous pouvons arrêter des relations diplomatiques, et si le Rwanda ne veut pas connaître tout pays qui ne voudra pas respecter l'intégrité territoriale du Congo, tout pays qui ne voudra pas respecter les Congolais, ces pays, on n'a pas intérêt à avoir des relations avec lui. Parlons aussi de la diversification économique. Pour stimuler la croissance économique, comment prévoyez-vous diversifier l'économie congolaise au-delà de l'exploitation des ressources naturelles, notamment dans l'agriculture, la technologie et le tourisme? Écoutez, vous venez dans nos priorités. Et comme nous disons, et nous l'avons dit dans notre manifeste de Kisangani, notre première priorité, c'est l'éducation. Vous ne parlez pas de ça. Parler de l'agriculture, c'est notre deuxième priorité. Parce qu'il faut donner à manger aux Congolaises et aux Congolais. La diversification de l'économie. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Donc, l'agriculture doit être le premier et le moteur du développement de ces pays. La diversification de l'économie. Et vous le dites, si nous cultivons pour donner à manger aux Congolais, nous cultivons pour exporter, on aura d'abord économisé les devises, les plus d'1,5 milliard de dollars que nous utilisons aujourd'hui pour acheter les biens à l'étranger, et nous allons économiser ça, et nous allons plutôt avoir des ressources qui viennent de l'étranger parce que nous allons exporter. Parlez du tourisme. Nous avons tous les tourismes possibles dans ces pays. Tous les tourismes. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud qui a moins d'offres touristiques, mais qui, chaque année, enregistre plus de 10 milliards de dollars sur le tourisme. Regardez les Kenya, regardez la Tunisie. Hormis l'effet Covid, ces pays engrangent beaucoup de ressources touristiques. Et nous, ces pays, vous pouvez aller partout. Ici, en Bazango, vous pouvez faire du tourisme. À Zongo, vous pouvez faire du tourisme. Ne parlons pas des Virunga, de tous les parcs que nous avons, Salonga et autres. On peut faire le tourisme partout au Congo, dans toutes les provinces. Quelle sera alors votre politique?
Mais notre politique, c'est de promouvoir les tourismes. Notre politique, c'est d'abord les infrastructures pour atteindre toutes, comment dit, ces réserves-là, ces parcs. Les infrastructures routières, aéroportières, portuaires, ferroviaires. Il faut mettre en place ces infrastructures pour désenclaver le pays. Créer des centres de récréation, faire des appels pour que les touristes aillent là-bas. Virunga, les gorilles des montagnes. Si vous allez dans les pays comme l'Angleterre, allez à Londres, demandez, comment dire, chez les sociétés, les agences touristiques. C'est plein. Calendrier, c'est plein pour aller visiter les gorilles des montagnes à partir du Rwanda. Or, ces gorilles sont des gorilles qui viennent du Congo. Et si nous avons la paix, la sécurité, et c'est ce que demande le peuple congolais, si nous avons la paix, la sécurité, et les gens vont venir pour le tourisme. Donc, créer des conditions de management du pays. Et si les gens savent que ce pays, c'est un état de droit, si vous posez le problème, vous serez jugé par rapport à la loi. Il n'y a pas d'arbitraire. Si les gens savent que dans ces pays, il y a la sécurité, si les gens savent que dans ces pays, on peut rouler, on peut circuler, on peut avoir des avions, on ne peut pas être bloqué parce qu'on est parti en tourisme quelque part et pendant un mois, on n'arrive pas à regagner son pays. Si nous avons tout ça, je crois que le tourisme, c'est un secteur qui devait ramener peut-être plus que le budget que nous avons aujourd'hui. Et vous pensez que vous mettrez tout ça pour que les tourismes ramènent... Mais tout ça, et je peux vous le dire, j'ai amené le manifeste ici, là. Vous avez dans ces manifestes, vous pouvez lire ce que nous disons pour les tourismes, ce que nous disons pour les infrastructures, ce que nous disons, comme j'avais dit au départ, pour l'éducation, l'agriculture et tout ça. Nous voulons que le Congo soit un pays. Comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba, le centre de rayonnement de l'Afrique. Nous pouvons, parce que Dieu a béni ces pays. Dieu nous a tout donné. Mais le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui sont venus, et ces aventuriers n'ont qu'une idée en tête de s'enrichir. Au lieu d'élargir les gâteaux, pour qu'ils se fassent payer correctement par les trésors publics, par l'État, ils préfèrent rétrécir les gâteaux en volant et que les autres concitoyens souffrent. Ce sera plus comme ça. Parce que chez nous, zéro tolérance, corruption. Vous volez l'argent du pays, vous n'avez pas d'excuse. On vous retire tout ce que vous avez et vous allez en prison. Il n'y aura pas d'excuse. Oui, on vous prend, on dit 20 ans, et puis on réduit ça, et puis demain vous sortez. Non, ça n'existera pas. Donc, on va faire de ces pays un véritable état de droit où la justice est au centre de tout. Alors, vous avez dit zéro corruption, alors que la corruption a entravé les développements économiques en République démocratique du Congo. Quelles mesures spécifiques prendrez-vous pour lutter contre la corruption, améliorer la transparence et renforcer l'état des droits? Très bien. La première mesure, c'est la nomenclature pour les agents publics de l'État. La nomenclature de rémunération. Le président de la République touche combien? L'huissier touche combien? Et on revient, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les députés, les ministres, tout le monde. On saura ce que l'État donne à chacun pour le service qu'il rend à la nation. Ça, c'est un. Deuxièmement, tous les agents de l'État, surtout ceux qui ont des hautes fonctions, doivent déclarer leurs biens. Et ça sera contrôlé. On n'aura plus demain des députés qui vont toucher 21 000 $ ou des choses comme ça, et qui est totalement anachronique par rapport à la rémunération des autres membres de la société. On n'aura plus un président qui va dépenser ou le budget, dépasser les budgets
sans que personne ne dise mot. On n'aura plus ce genre de bêtises. Donc, et pour cela, s'il y a un contrôle et vous êtes pris la main dans le sac, je l'ai dit et je le répète, votre place est en prison et tout ce que vous avez comme bien, je le répète, il faut que les Congolaises et les Congolais les retiennent. Ceux qui veulent s'aventurer, aller voler l'État, libre à eux. Libre à eux. Mais s'ils sont pris la main dans les sacs, même ce qu'ils avaient avant, on va les récupérer. Parce que on va dire que c'est les fruits du vol. Alors, comment comptez-vous gérer les contrats entre la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises, notamment ceux connus sous le nom contrat chinois? Écoutez, dans toute chose, il y a d'abord l'analyse de la situation. Je m'intéresse de la situation. Regardez, le Congo va se donner les moyens d'avoir des experts bien formés, des gens rompus dans les contrats. Dans un premier temps, on va faire un appel à des experts pour former les nôtres, voir les endroits où on fait des arbitrages. On pourra faire des arbitrages et regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Nous avons dans notre programme et dans notre projet de société des piliers. Il y a 6 piliers. Et le dernier pilier, c'est la règle. Partenariat gagnant-gagnant. Toute personne, toute société, tout pays qui veut faire les affaires avec notre pays, la RDC, le Congo, doit gagner. Mais il faut que la RDC aussi gagne et que ses enfants gagnent. Donc, il y aura pas d'arbitraire, il y aura une analyse sérieuse, de tout ce qui existe et nous allons trouver des solutions adéquates. Alors, le coltan est essentiel à l'industrie de téléphonie mobile, mais ces recettes ne sont pas correctement représentées dans les revenus publics. Quelle sera votre stratégie pour remédier à cette situation? D'abord, quelle est la cause? Pourquoi les coltans ne se retrouvent pas sur la liste des recettes de l'État? Simplement parce que le Rwanda est devenu un pays producteur de coltan, parce que Walikale et tout le reste des contrées où, on tire les coltans, c'est en insécurité. La première chose, c'est sécuriser le pays, garder l'intégrité du pays et mettre les enfants du pays au travail. Si vous avez la comptabilité nationale, vous avez des gens qui travaillent régulièrement, vous avez, le contrôle qui doit se faire et non des contrôles tapageux ou des publicités inutiles, mais où les gens travaillent réellement et les coltans, comme les cuivres, comme l'or, comme les cobaltes, comme le produit de l'agriculture, comme les péages, s'il y a un péage dans le pays, et comme les autres rubriques de la nation seront recensées et on fera. Chaque année, on publiera. Voilà ce que nous avons gagné dans de tels produits. Voilà ce que nous avons tiré du coltan, du cobalt, et ainsi de suite. Ça, il faut le faire. Et nous pourrons aller plus loin. Nous allons aussi dire, voilà ce que nous avons tiré, par exemple, de nos musiciens, de nos œuvres d'art. Et c'est qu'on oublie ici. Nous avons une identité culturelle énorme. On n'exploite pas ça. Chéri Samba va exposer là à Paris jusqu'au mois d'avril prochain. C'est énorme. Les œuvres aujourd'hui, les artistes contemporains africains sont le mieux cotés. Et les Congolais sont le mieux cotés parmi les artistes contemporains africains. Qu'est-ce que nous tirons de ça? Nous allons utiliser toutes les ressources du pays. Tout ce que nous avons, nous allons utiliser ça. Vous avez parlé du tourisme. Je vous parle de notre culture, de notre musique, de nos musiciens, de nos artistes. Et vous avez parlé des coltans, des cobaltes, de notre sous-sol. Et il y a autre chose. Nous avons les eaux ici. Nous avons le fleuve, nous avons des lacs. Qu'est-ce que nous tirons de tout ça? Rien. Pourquoi?
parce qu'il n'y a pas un leadership qui a une vision. Il n'y a pas un leadership responsable, un leadership sérieux, non voleur, pour diriger ces pays. Et vous pensez mettre ces leaderships sérieux en place? C'est ça? Mais je suis leader, non? C'est moi qui vous donne ma vision. Je vous dis ce que nous devons faire avec les amis de la Mouka. La Mouka, c'est un groupe composé de gens sérieux et des gens honnêtes, des gens intègres. Et ces gens-là, avec mon leadership, nous allons diriger ces pays. Et nous allons amener ces pays, je le répète, là où Lumumba voulait l'amener, a dit qu'on va l'amener, être le centre du développement de l'Afrique. Nous allons arrêter de prendre les Congos et les Congolais comme la risée du monde. C'est fini, ça. C'est possible en 5 ans? Il faut amorcer. Dans 5 ans, il y aura des résultats déjà palpables. Vous pouvez arrêter l'hémorragie. D'abord, la première chose, arrêter l'hémorragie. Dès que vous arrêtez l'hémorragie, vous savez, quand vous arrêtez l'hémorragie au Congo ici, ce que vous pouvez récupérer dans le trésor public, c'est plus de 10, 15, 20 milliards de dollars. Déjà ça. Et vous voyez ce qu'on peut faire avec 20 milliards de dollars en arrêtant l'hémorragie. Mais maintenant, en utilisant l'intelligence, les capacités, les capacités des Congolais, en leur donnant les assurances que vous êtes un peuple digne, vous êtes un peuple sur qui le monde compte, vous avez un pays qui compte dans ce monde, et vous devez assurer la place de votre pays dans le monde. Et si le peuple est confiant et sûr de lui, le peuple congolais a montré de quoi il était capable. Alors, comment comptez-vous aborder les défis économiques actuels tels que l'inflation, la volatilité de taux de change, la dette publique, croissante d'ailleurs, pour assurer la stabilité financière du pays? Je vous ai dit, quand vous prenez nos priorités, c'est-à-dire l'éducation, vous avez un peuple éduqué, c'est l'essentiel. Les Suisses ou la Suisse n'a pas beaucoup de revenus, mais il a un peuple instruit, éduqué, et voilà là où se trouve la Suisse. L'agriculture, vous développez l'agriculture, vous donnez à manger aux gens, et les gens arrêtent de quémander, les gens arrêtent d'encenser les voleurs, oui, préso, tout le monde en parle, parce que pour quémander 1000 francs. Si vous mettez en place le bien social de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la santé, vous donnez tout ça aux Congolais. Si vous assurez les infrastructures, c'est-à-dire les routes, le rail, le port, les aéroports, la connectivité du pays, y compris la modernité, vous avez parlé des réseaux sociaux, et de l'Internet, ainsi de suite. Si vous créez une classe d'hommes et de femmes d'affaires congolaises, congolais, c'est-à-dire l'entrepreneuriat congolais, si vous vous assurez que nous protégeons l'environnement, c'est-à-dire l'écologie, voilà ces 6 priorités. Si vous le mettez en place, quelle est la conséquence? La conséquence de tout ça, l'économie sera florissante. Vous allez produire, vous allez circuler, vous allez avoir la connectivité à l'intérieur du pays et vous allez même exporter le bien que vous allez produire et donc votre balance de paiement sera positive. Il y aura moins, d'érosion monétaire. Donc le franc congolais sera relativement stable et puis l'inflation va partir. L'inflation, ce n'est pas comme quelque chose de hasard. L'inflation, c'est lié à l'économie. Si vous ne produisez pas, la loi de l'offre et de la demande est très simple. Si vous allez au marché et qu'il n'y a pas assez d'oignons, mais il y a quelques vendeurs d'oignons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les prix. C'est ça que vous appelez l'inflation. Mais si vous allez dans le même marché, si l'offre d'oignons hier était de 10 tonnes, et vous arrivez à 50 tonnes, le prix va baisser. C'est très simple. Ce sont les règles qui sont utilisées ailleurs et ce sont les règles que nos parents utilisaient, nos aïeux utilisaient, c'est naturel. Il faut le faire. Mais la règle, ce n'est pas de venir ici, on produit 100, vous prenez 80
et vous dites le 20 là, débrouillez-vous pour assurer les restes et l'investissement et les indemnités ou la rémunération des agents. Vous ne pouvez pas le faire. Puisqu'on parle de l'investissement, quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour promouvoir l'investissement étranger et stimuler la croissance économique, en particulier dans les secteurs tels que l'exploitation minière et l'agriculture ainsi que l'industrie? Alors, vos téléspectateurs l'ont très bien compris, s'ils m'ont suivi la trame que j'ai donnée ici. Si vous êtes un pays sûr, donc il y a la sécurité, il n'y a pas de violence, si vous êtes un état de droit, si vous êtes un pays où il y a la cohésion, si vous êtes un pays où la gouvernance est intègre, automatiquement, l'investissement direct étranger va venir. Les autres investissements vont venir. Même l'investissement direct des Congolais. Il y a des Congolais qui ont de l'argent aussi, qui sont à l'étranger, ou même qui sont ici et qui envoient l'argent à l'étranger. Donc, si vous avez tout ce que j'ai dit ici, ces fondamentaux en place, automatiquement, l'économie va se relancer, automatiquement, il y aura la confiance. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Le Congo n'est pas dans l'agenda du monde. Nous sommes une réserve de matières premières, mais personne ne parle de nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'avocats, nous n'avons pas d'ambassadeurs, nous n'avons pas un leadership qui peut vendre le Congo, qui doit insister pour mettre le Congo dans l'agenda du monde. Que faire pour avoir ces leaderships qui peut vendre l'RDC Madame, ce que je développe ici, je vous dis que je suis capable de le faire avec mon équipe. Demain, le Congo sera dans l'agenda du monde. J'irai voir les chefs d'État du monde pour leur dire, voici ce que le Congo offre au monde. Qui dit mieux? Nous sommes un des pays potentiellement le plus riche du monde. Voici ce que nous pouvons offrir au monde, ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons. Qu'est-ce que vous dites? On signe un partenariat gagnant-gagnant? Venez. OK? Si vous n'êtes pas intéressé au Congo, ça peut arriver. C'est pas grave. On va voir ailleurs. Mais nous allons être ces pouvoirs, ces régimes qui va redorer le blason, qui va mettre le Congo dans l'agenda du monde, qui va donner confiance aux Congolais et qui va faire en sorte que les Congolais soient respectés. En santé, la malaria reste un problème majeur en République démocratique du Congo. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour intensifier les efforts des préventions, des diagnostics et des traitements de la malaria au cours de vos 5 prochaines années? Il y a la malaria, il y a la tuberculose, il y a d'autres maladies. Il y a d'autres maladies. Les systèmes de santé. Il y a combien de médecins ici par 100 000 habitants? Il y a combien d'hôpitaux? Déjà à Kinshasa. Ce qu'il faut faire, d'abord, assainir l'environnement. Regardez la ville de Kinshasa, comment elle est sale. Je suis né dans cette ville. Je grandis dans cette ville. Et quand j'étais gosse, il y avait ce qu'on appelait les services de l'hygiène. À Lingala, service à Munganga. Les services de l'hygiène. Ces agents passaient 2 fois par semaine dans le quartier chez vous. Un jour, ils passaient, vous saviez qu'ils passent tel jour. Un jour, à l'improviste. Avec un carnet de contraventions. Dès qu'ils trouvent une boîte de sardines, de tomates qui traînent dans la parcelle, vous avez une contravention. Kinshasa était une ville propre. On l'appelait Kinshasa la Belle. C'est très simple. Revenir dans les fondamentaux. Et si nous revenons dans les fondamentaux, ville, pays propre, et nous mettons, et comme j'avais dit tout à l'heure, les biens sociaux de base, les systèmes sanitaires, les hôpitaux, les dispensaires de qualité, on forme le médecin, on le paye, et non le prendre comme des gens qui ne valent absolument rien, avec les nombres d'années qui passent pour les études, on néglige nos médecins. Non. Demain,
il faut changer les choses. Il faut changer des fusils d'épaule. Et d'autres disent qu'il faut changer des paradigmes. Il faut un pouvoir sérieux. Il faut un pouvoir qui travaille pour le peuple. Ma mission, notre mission, c'est de servir le peuple congolais. Notre mission, c'est de faire en sorte que les aspirations du peuple congolais, aspirations de paix, aspirations de développement intégral, soient assurées. C'est notre mission. Notre mission, c'est de faire en sorte que le Congo occupe sa place dans le monde, en Afrique et dans le monde. Quelles actions prendrez-vous pour résoudre les problèmes liés à l'impunité et à l'accès à la justice? J'ai répondu à cette question, c'est la sanction. La sanction. État des droits, et il y a des procédures. Vous n'allez plus travailler sans procédure. La procédure qui dit, par exemple, quand vous êtes quelque part, pour décaisser tant, il faut suivre telle ou telle procédure. L'argent de l'État, c'est à l'État. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes à la tête du ministère, c'est vous qui êtes le caissier du ministère. Non, vous ne voyez pas l'argent, vous ne devez rien voir. L'argent, vous êtes payé dans votre compte en banque. La mesure la plus importante, et je vous l'ai dit et je le répète, c'est zéro tolérance corruption. Et toute personne prise, comment dire, la main dans le sac sera sévèrement sanctionnée. Quand vous le faites pour les 2, 3, 4, 5 premières personnes, vous allez voir que ça va s'estomper automatiquement. Et comment veiller à ce que ces sanctions soient respectées de fond en comble? Mais les gens qui vont travailler avec moi, vous êtes jeune et peut-être vous étiez enfant. Vous savez, d'abord, c'est quand vous annoncez. Vous savez, quand je parle aujourd'hui, les gens au Rwanda tremblent. Pourquoi ils ne veulent pas de Fayulu? Parce qu'ils savent qu'il ne blague pas. Il ne va pas blaguer. Et je disais que vous étiez jeune et peut-être vous n'étiez pas là. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, j'y étais. Et quand Étienne Tshisekedi Wamulumba a été élu Premier ministre à la conférence nationale, il a dit que toute personne qui sait qu'il détient un bien de l'État, véhicule ou je ne sais quoi, il y avait des tracteurs, demain, je vais voir ces jeeps, ces voitures et tout ça au Palais du Peuple. Et les Palais du Peuple étaient remplis de tout ça, de toutes ces voitures et de tous ces tracteurs. Pourquoi? Parce que il avait annoncé, il avait, comment dire, la puissance du verbe et il savait, les gens savaient qu'il allait le faire. Okay? Et donc demain, ça sera comme ça. Ce ne sont pas des mots qui vont à l'air, ce ne sont pas des mots pour faire plaisir, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas du populisme, mais c'est des choses que nous allons réellement faire. Et du reste, il faut regarder ma vie, il faut regarder l'âge que j'ai, ce que j'ai fait, et je continue à le faire. Comment comptez-vous promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable en République démocratique du Congo, compte tenu de son patrimoine naturel unique? Très bien. Je parlais de 6e priorité ici, l'écologie. Je viens d'une tournée dans la province ou dans les provinces du Kwilu et du Congo central. C'est ahurissant. Comment on coupe le bois. Comment c'est déboisé partout. On doit arrêter ça. On doit trouver les moyens pour donner des revenus à ces gens-là qui vivent des braises, de la vente de braises. Il faut arrêter. Nous devons protéger. Quand vous allez à l'Équateur, j'étais à Mbandaka, j'allais à Bikoro, et sur la route, j'ai vu comment on a coupé les arbres, les grands arbres. Comment on a coupé? Ça va s'arrêter. Comment? Mais comment? Par la loi. Mais il y a des mesures. La loi est là, il faut respecter la loi. Comment on a arrêté ailleurs? Comment on a arrêté ailleurs? C'est la loi, faire respecter la loi, c'est tout. Donc,
l'environnement, l'écologie, pour nous, c'est essentiel. Nous allons demander au monde de venir en aide au Congo, de payer. Le Congo protège le climat. Mais qu'est-ce que le Congo a en compensation? Donc, il faut trouver des compensations. Et ces gens-là qui vivent, comme on dit, de la vente de braise, il faut trouver autre chose pour eux. Pour leur dire, vous ne coupez pas, vous améliorez plutôt l'environnement, vous plantez, et voilà ce qu'on peut faire pour vous. Et s'ils le voient, et c'est palpable, et ils vont le faire. Vous savez, et je parle encore de mon voyage à l'intérieur du pays, ce que j'ai vu à l'intérieur, c'est très grave, parce que, vous voyez le nombre de, vous savez le nombre des enfants, 4, 5, 6, 10 ans, qui vivent aujourd'hui à l'intérieur du pays, sans rien, sans infrastructure. Mais ces enfants, quand ils auront 14, 15, 16, 17 ans, quand ils voudront aller à l'université, ils vont terminer où? Dans les villes. Donc les villages vont être dépeuplés, les villages vont continuer à faire des enfants, et ils vont venir dans les villes, et il n'y aura rien. Donc il faudra trouver des cadres, aménager les cadres, pour garder les gens là où ils sont, là où ils veulent vivre. Il faut le faire, et ça, il faut une politique d'aménagement. Il faut une politique d'insertion. Il faut une politique de développement. Il faut une politique tout court pour que le Congo soit un pays moderne. Alors, la sécurité alimentaire, on en parle aussi. La République démocratique du Congo connaît la plus grande crise alimentaire au monde avec 26 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire selon les PAM. Quelles sont les actions spécifiques que vous pourriez mettre en place pour améliorer cette situation au cours de 5 prochaines années? 26 millions de personnes en insécurité alimentaire et les PAM cherchent de l'argent, on ne trouve pas. 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui vont avoir une croissance difficile parce qu'ils ne mangent pas correctement. Et la situation, je vous l'ai dit, c'est une batterie de mesures, en commençant par la bonne gestion, les ressources de l'État, les garder pour investir là où on doit investir. Quand vous investissez les ressources de l'État dans l'agriculture, dans les routes, dans l'eau, l'électricité, vous voyez que ça améliore les conditions de vie. Il y a des enfants qui sont malnutris simplement parce qu'ils sont dans des zones totalement enclavées. Donc, les mesures, c'est une batterie. C'est les défis contenus dans ces manifestes, les 18 défis. Je vous ai cité les 4 premiers, c'est-à-dire les prérequis, les préalables, l'état des droits, l'intégrité territoriale et la pacification du pays, la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Je vous ai cité les 6 priorités, l'éducation, l'agriculture, les biens sociaux de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et la santé, les infrastructures, l'entrepreneuriat congolais et l'écologie. Si vous avez ça, priorité, et vous descendez pour les autres défis, c'est-à-dire la jeunesse congolaise engagée pour le développement. 50% des jeunes dans ces pays ont moins de 19 ans. L'âge médian, c'est 19 ans. OK? Vous voyez? 60% ont moins de 40 ans. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Jeunesse engagée pour le développement et non mettre la jeunesse en divagation, ou les jeunes en divagation. L'identité culturelle congolaise, je ne reviens pas, j'ai déjà développé ici. La femme, la famille, les personnes vivant avec handicap, l'élite congolaise. Qu'est-ce que nous faisons de nos élites? Quelle est la place de l'élite dans ce pays? Comment l'élite contribue à combattre la dictature, à combattre le vol, à combattre le vol des élections, à défendre la vérité des journaux? Comment l'élite fait pour ça? Que ce soit l'élite intellectuelle, l'élite religieuse. Comment? La diaspora congolaise. Autre challenge, autre défi. Plus de 10 millions
des Congolais à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils apportent au Congo? J'ai dit tout à l'heure que l'agenda Congo n'était pas dans le monde. Le Congo n'était pas dans l'agenda du monde. Comment le brand, la marque Congo, peut être promu par les Congolais, la diaspora? La diaspora, nos frères et sœurs envoient beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Donc la diaspora a une place importante. Et vous avez parlé tout à l'heure de pays limitrophes. La coopération régionale et internationale. Comment faire? Tous ces défis, et vous ajoutez les derniers blocs de défis, c'est-à-dire les réformes institutionnelles. Comment allons-nous élargir l'assiette fiscale, le budget de l'État? Comment allons-nous avoir un budget de 40, 50 milliards de dollars? Le Congo n'est pas un pays, un budget de 5, 10, 15, 20 milliards de dollars. Comment faire ça? Autre réforme institutionnelle, c'est la Constitution. Nous allons la garder comme ça dans son article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive, et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Qu'est-ce que vous envisagez? Nous envisageons, ici nous avons fait le tour, parce que nous avons signé le pacte pour le développement. Et les jeunes Congolais ont sillonné le pays pour le Congo. Et nous avons signé l'engagement de Pona Congo pour dire ce que les Congolais veulent, nous allons le faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire oui, la nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre, sauf pour les 9 pays. Comme ça, les 9 pays limitrophes. On ne peut pas être Congolais et être Rwandais. On ne peut pas être Congolais et être Ougandais. On ne peut pas être Congolais, être Centrafricain, Congolais de Brazza ou Angolais. Quels seraient les bien fondés de cette Les bien fondés de ça, c'est que les Congolais qui sont ailleurs, qui étudient, qui ont l'expertise, qui ont des compétences, ces Congolais peuvent revenir ici et savoir que je peux apporter ce que j'ai à mon pays d'origine et en même temps, je peux jouir aussi des privilèges de mon pays d'accueil. Donc, pour nous, c'est avoir la compétence voulue et pour nous, mettre tout le monde à l'aise. Alors, il y a aussi l'aspect énergie. Et dans les réformes aussi, il ne faut pas oublier que nous allons instituer, ou pas instituer, revenir à l'élection présidentielle à 2 tours. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie. Dans un premier tour, il y a des gens se regardent, au deuxième tour, c'est comme ça la démocratie. Donc on ne peut pas aujourd'hui pousser les gens parce qu'on veut frauder et garder un tour. M. Kabila et son équipe l'ont fait, ont révisé la Constitution le 11 janvier 2011. C'était d'une façon intempestive et cette révision, nous ne pouvons pas l'accepter. L'article 71 de la Constitution, l'ancien article 71, doit être rétabli. Alors, je parlais de l'énergie. L'accès à l'électricité est limité dans de nombreuses régions de la République démocratique du Congo. Comment prévoyez-vous étendre l'accès à une énergie abordable et fiable tout en assurant une transition énergétique durable? Vous avez les énergies renouvelables. Nous avons la chance d'avoir Inga. Nous allons continuer à regarder de près, à investir sur Inga. Et nous allons aussi avoir ce qu'on appelle en anglais des IPP, Independent Power Plant. Donc nous allons avoir dans, certaines régions, des mini-barrages pour assurer, l'électrification de ces contrées. Et nous allons aller dans les renouvelables. Donc il faut investir. Le monde est dedans. Nous ne pouvons pas rester et ne pas regarder l'éolienne, regarder, le solaire. Nous allons investir dans tout ça. Alors, la République démocratique du Congo possède des ressources naturelles telles que les lithium et les cobaltes essentiels pour la transition énergétique.
comment comptez-vous maximiser la valeur ajoutée de ces ressources pour développer les secteurs de l'énergie en République démocratique du Congo de manière durable et responsable? Très bien. D'abord, il faudrait que nos enfants soient formés dans ces domaines. Il faut beaucoup plus de gens qui soient ingénieurs. Et c'est comme ça que dans l'éducation, nous allons privilégier ce qu'on appelle les STEAM, Science, Technology, ok, et les maths. Donc, nous allons privilégier ça. Il faut qu'on forme déjà nos gens. Il faut qu'on crée même une petite industrie pour avoir de la valeur ajoutée. On ne peut pas prendre le produit brut, vous le prenez et vous l'exportez. Non. Il faudrait même des écoles d'ingénieurs, écoles des mines. Il faut, dans des contrées, vous savez qu'à l'époque, la Gécamine, c'était une grande société mondiale. La première grande société que j'ai visitée, moi, dans le monde, c'était Alstom Atlantic, où on fabrique les TGV. J'étais étudiant, et quand je suis rentré ici, j'ai visité la Gécamine, j'ai visité les concentrateurs de Kamoto. Et à l'époque, c'était immense. C'était immense. Depuis ce temps-là, et je vous parle de plus de 30 ans, depuis ce temps-là, on pouvait développer la Gécamine. J'ai travaillé dans une société qui s'appelle ExxonMobil. Et cette société sponsorise les tournois de Formule 1, les courses de Formule 1. Il y a des grands prix mobiles et ainsi de suite. Vous savez, dans chaque grand prix mobile, nous invitions la Gécamine, les membres de la Gécamine. Pourquoi? Parce que les huiles que nous vendions à la Gécamine rapportaient tellement d'argent à la société. Et c'était une grande société. Aujourd'hui, tout ça, c'est où? Aujourd'hui, tous ces ingénieurs congolais de la Gécamine qui allaient assister à des courses de Formule 1 sont où? Qui les ont remplacés? Parce que certains sont vieux. Mais les jeunes aujourd'hui. Donc nous devons développer tout ça et nous devons nous assurer qu'il y a l'environnement adéquat, qu'il y a des gens qui sont formés et il y a les règles du jeu qui sont respectées par tout le monde. Les investisseurs, l'État congolais, les provinces qui sont là et tout le monde. On ne peut pas être dans une province, on s'érige en patron, patronne, on se dit que tout ici c'est moi. On gère les ressources du pays comme ces ressources en disant que je prends tel parce qu'il est fils, ou il est fille, ou il est ami, parent de, et c'est moi qui dirige. Non. Nulle part au monde. Aucun pays au monde a réussi en faisant ce que nous faisons ici. Il n'y a aucun pays. Alors, si vous voulez vous singulariser dans les désordres, vous resterez dans les désordres. Ici, chez nous, ce serait comme les Anglais disent, law and order, la loi et l'ordre. Alors, vous avez aussi parlé de l'éducation qui fait partie de l'une de vos priorités. Quelle sera votre approche en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo et quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre pour améliorer les systèmes éducatifs du pays? La gratuité de l'enseignement des bases, c'est dans la Constitution. On ne peut pas violer la Constitution. OK? Mais quelle gratuité? Donc, nous devons construire des écoles, des bonnes écoles, former des enseignants, des bons enseignants pour assurer l'éducation correcte de nos enfants. On ne peut pas avoir, comme aujourd'hui, dans une classe, 100 élèves, 150 élèves. On ne peut pas, 200. Quand j'étais à l'école primaire, nous étions une vingtaine dans une salle de classe, 18-20. L'enseignant, on appelait ça moniteur. Monsieur Joseph, mon enseignant de deuxième année primaire, connaissait les noms de tous les enfants. Les enfants étaient fiers quand M. Joseph allait, le meilleur, prendre sa petite mallette pour les accompagner. Mais c'était comme ça. Mais on doit avoir l'éducation de qualité.
Ça ne doit pas être démagogique. Ça ne doit pas être un slogan. Gratuité de l'enseignement, du reste, les parents payent. Je viens de l'intérieur du pays. Une des revendications, c'est que la gratuité, on ne la voit pas. Nous payons. Les frais de scolarité sont énormes. Il faut assurer l'enseignement des qualités pour avoir demain des Congolaises et des Congolais qui vont prendre ces pays à main et l'amener très loin. Et vous pensez que c'est possible? Pardon? Vous pensez que c'est possible? C'est possible. Si ce n'est pas possible, pourquoi je suis ici? C'est possible. À l'ECD, on dit, ECD, c'est possible. C'est possible. C'est possible pour des gens qui croient. C'est possible pour des gens qui ont des valeurs. C'est possible pour des gens qui sont engagés. Et c'est possible pour des gens qui ne pensent pas s'enrichir, qui pensent d'abord au peuple. Question de curiosité. Vous avez été candidat en 2018. Vous revenez en 2023. Quelle est la motivation? Mais la motivation, parce que j'ai été élu par le peuple congolais en 2018 et que ce peuple veut me voir président de la République. Donc, on a volé la victoire du peuple et le peuple m'a demandé de remplir. Vous avez vu, quand nous avons fait la pression à la CENI pour la transparence des élections, quand le 19 juin, nous avons dit que nous n'allons pas présenter nos candidatures à tous les niveaux, le peuple n'était pas d'accord avec nous sur les boycotts des élections et le peuple n'avait pas compris. On a dit au peuple, nous ne boycottons pas les élections. Ah, mais nous voulons la transparence. Et quand nous avons vu une lueur de transparence, quand nous avons vu la mission d'observation Église catholique, donc Senko et CC, dire que, bon, voilà, le résultat seront ceux proclamés bureau par bureau. Et que nous allons avoir des observateurs dans tous les bureaux et nous allons proclamer les résultats. Et nous avons dit, OK, allons-y, allons-y. Et c'est vrai, nous avons payé un prix lourd parce que nos candidats députés nationaux, nos candidats députés provinciaux et nos candidats pour les municipaux ne sont pas là. Pour les élections municipales, ne sont pas là. Donc, mais ce n'est pas un problème. Et ces candidats vont battre campagne pour qu'on puisse avoir la présidence. Et nous allons travailler ensemble pour matérialiser cette vision, celle de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et pour terminer, face à la caméra, dites-nous pourquoi les Congolais devraient porter leur choix sur vous. Et une fois élus, quelle serait votre première prise de position ou décision? Non mais écoutez, les Congolais doivent m'élire simplement parce que je vais être ce président qui va restaurer la paix, qui va restaurer la liberté au Congo. Je serai ce président qui va faire que le Congo soit un pays libre, fort, digne et prospère. Je serai ce président qui fera que les Congolais vivent mieux dans leur pays. Que le Congo retrouve sa place dans l'échiquier mondial. Je serai ce président qui fera que le Congo ne soit plus la risée du monde. Que ce président qui part, et quand il parle, demain, vous avez tout le monde entier qui rigole. Non, c'est fini. Le Congo doit retrouver sa place. Je ferai en sorte que les Congolais se sentent capables, que les Congolais se sentent considérés, que les Congolais sentent que les ressources de leur pays leur profitent. Voilà le président que je serai. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un candidat, un projet, ce numéro d'objectif 2023, dernier virage est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.